La France a eu raison d'intervenir militairement en Afrique contre le terrorisme depuis 2013, mais les dirigeants ont oublié de nous dire merci, a donc déclaré lundi dernier le président Macron devant ses ambassadeurs, estimant qu'aucun pays africain où la France est intervenue pour lutter contre le terrorisme ne serait souverain si l'armée française ne s'était pas déployée. Attitude méprisante dénoncée par N'Djamena, qui n'a manqué de rappeler l'apport de l'Afrique pour sortir la France du nazisme allemand. Le communiqué signé par Abderrahmane Koumala affirme d'ailleurs que la construction de l'armée tchadienne n'est pas l'œuvre de Paris, mais du sacrifice consenti par les fils du Tchad qui ont dû braver depuis des décennies des vagues de déstabilisation contre leur pays, là où la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, son véritable impact durable pour le développement du Tchad. Le ministre sénégalais, le premier Ousmane Sonko, lui, il va plus loin et affirme dans sa sortie que c'est la France qui a contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à l'Afrique et bienvenue dans Appel sur le continent. Comprendre la colère de Dakar et de N'Djamena après le discours d'Emmanuel Macron. Voilà qui fera donc l'objet du débat de cette édition d'Appel sur le continent. Depuis hier, nous parlons de ce discours d'Emmanuel Macron prononcé devant les ambassadeurs de France, traitant donc l'Afrique d'ingrate et donc au regard de ce que la France a fait pour l'Afrique en matière au moment de la colonisation. Et donc dans quelques instants, nous reviendrons sur le discours du président de la République de France. Mais avant, on va procéder à la présentation de ceux avec qui nous cheminerons durant cette émission. Rappelle aussi aux téléspectateurs que tout à l'heure, le standard sera ouvert et vous pourrez donner votre avis sur le sujet du jour. Comprendre la colère de Dakar et N'Djamena après le discours d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en dites après le discours du président de la République française prononcé lundi dernier devant les ambassadeurs? On va donc vous présenter ceux avec qui nous allons poursuivre à cette édition d'Appel sur le continent. Loum Samba, c'est déjà un rituel, il est avec nous également aujourd'hui. Bonsoir Loum Samba, membre de la société civile du Sénégal. Bonsoir Loum. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Sylvain de Bogou, il est aussi avec nous depuis donc le Royaume-Uni. Il a accepté notre invitation. Nous lui disons tout d'abord merci. Et aussi meilleurs vœux à vous, Sylvain de Bogou. Bonsoir, merci d'être là. Meilleurs vœux à vous, princesse de notre très chère Afrique. Meilleurs vœux à toute l'Afrique, à vos téléspectateurs. Meilleurs vœux à mes co-panélistes et à leurs familles. Merci pour l'invitation. Nous sommes là pour donner notre petite contribution et nous espérons que les Africains vont l'apprécier à sa juste valeur. Il est déjà bien positionné depuis le Niger. Il s'agit bien sûr d'Ibrahim Namaïwa, habitué des émissions d'Afrique Média, activiste panafricaniste. Bonsoir à vous, meilleurs vœux aussi à vous, Ibrahim Namaïwa. Bonsoir, chère Christelle. Bonsoir à tous au niveau de l'Équipe. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Et bonsoir également à tous les co-panélistes. Meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation, Ibrahim Namaïwa. Comme on parlait du Tchad sans avoir un représentant, et donc on a pensé à Meba Tapsala, analyste politique avec qui nous sommes là ce soir. Bonsoir à vous, Meba Tapsala. Meba Tapsala, bonsoir. Veuillez ouvrir votre micro. Bonsoir, madame. Comment est-ce que vous allez, Meba Tapsala? Bonsoir. C'est un peu compliqué avec Meba Tapsala. Vous me recevez?
Oui, on vous reçoit 7 sur 7. Seulement, il faut bien positionner votre appareil pour que ce soit agréable visuellement à l'antenne. Oui, d'accord, bien. Alors, on va se retourner vers Sylvain Debogou, le temps pour la technique de régler le souci avec Meba Tabsala, analyste politique tchadien. Alors, Sylvain Debogou, le discours d'Emmanuel Macron. Allez, je pense qu'il faut d'abord qu'on le joue. Hein. On va jouer un extrait de la sortie du président français Emmanuel Macron, prononcé lundi dernier, devant les ambassadeurs de France. On va prendre un petit extrait qu'on va jouer pour vous et surtout pour les téléspectateurs. Ensuite, chacun fera son commentaire. Allez, on écoute Emmanuel Macron et on se retrouve juste après. Les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc, nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, il y a des potentiels de croissance formidables. Et nous sommes en train parfois de désinvestir. Et donc il faut retrouver de l'audace, repenser nos financements. Et là-dessus, nous devons, en interministériel, repenser nos financements pour prendre plus de risques et accompagner plus de risques, repenser nos règles européennes pour qu'on ait une capacité de financement de nos grands acteurs et avoir une stratégie avec nos entrepreneurs, toutes filières confondues, beaucoup plus ambitieuse à l'égard du continent africain. Et de la regarder comme un continent d'opportunités sur la question commerciale et économique, sur la question alimentaire et agricole, sur la question de l'innovation dans tous les domaines, sur la question artistique et culturelle, sur la question sportive, qui sont là aussi des domaines où nous avons des expertises, où on les a montrées au monde entier, en particulier avec les Jeux olympiques et paralympiques, et où il y a toute une stratégie export qu'on doit déployer, parce que tous les acteurs français qui ont travaillé pour nos Jeux, on veut qu'ils aillent travailler pour la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions, et que ce soit, ce faisant, une politique qui vienne en soutien avec ce qu'on fait en matière éducative et autres. Et donc, je vous fais confiance pour que ce logiciel qu'on a commencé à changer à Ouagadougou soit à chaque fois réexpliqué, porté, assumé, comme un logiciel de conquête, comme toutes les transitions. C'est difficile, parce qu'il y a des nostalgiques, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, et parce qu'on bouscule des intérêts acquis. Mais croyez-moi, c'est une bonne chose, parce que le monde change et que nous avons besoin d'embrasser, justement, ce nouveau partenariat. Et, en parlant du continent africain, c'est en particulier ce qu'on veut faire avec le Maghreb. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche.
Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Parce que c'est une autre façon aussi d'aborder ce continent et de changer le regard à l'égard de la France. Donc, un petit extrait du discours d'Emmanuel Macron. On espère que vous l'avez suivi, hein. Les téléspectateurs, c'est tout à l'heure quand on va ouvrir le standard. Vous pourrez nous appeler pour donner votre point de vue pour l'instant. Honneur aux différents invités. On démarre avec vous, Sylvain Debougou. Comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie d'Emmanuel Macron qui a parlé des pays africains qui, selon lui, n'étaient véritablement pas, ne donnaient pas à la France ce qu'elle méritait au regard de ce qu'elle a fait pour l'Afrique durant les moments forts de la colonisation. Sylvain Debougou. Merci pour cette première question qui me fait vraiment sourire. Je dirais comme ça, pour commencer, je dirais que Emmanuel Macron est un mal nécessaire pour l'Afrique. Un mal nécessaire parce que, à toute sortie qu'il fait, il demande aux Africains de prendre leurs responsabilités à travers toutes les bêtises qu'il rencontre. Voilà pourquoi je dis que Emmanuel Macron est un mal nécessaire qui a été élu à la tête de la France pour dire aux Africains ne comptez plus jamais sur cette Afrique-là. Emmanuel Macron, je dirais même en commençant par Nicolas Sarkozy, qui a dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Vous le savez, ça c'est à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. Emmanuel Macron, lui, on l'a vu à Ouagadougou, où il a humilié le président d'alors devant un panel d'étudiants et de jeunes gens. C'est la même chose. Ce discours est un discours qui est vraiment un discours d'infantilisation. On nous a infantilisés. On nous montre que la France est toujours condescendante. On nous montre que la France est arrogante et que la France elle-même, elle est réellement égoïste. Ce n'est pas à Emmanuel Macron de dire que les Africains, depuis la colonisation et autres, l'Afrique a été ingrate. C'est au contraire Emmanuel Macron qui ne connaît pas l'histoire de son pays. Parce que depuis 1884, lorsqu'on parle de Berlin, où l'Afrique a été divisée comme un gâteau entre les Occidentaux, l'Afrique a souffert le martyre de leurs intérêts, le martyre de leur méchanceté, le martyre de l'esclavage et le martyre de la colonisation. Est-ce que Emmanuel Macron a idée de ce qui s'est passé lors de la lutte de libération, par exemple au Cameroun, où des têtes des Camerounais étaient mises sur les poteaux comme des trophées qui ont été gagnés? Est-ce qu'il se souvient de la marche des femmes en Côte d'Ivoire sur la prison de Bassam, où les leaders politiques étaient enterrés et où les femmes ont été arrosées avec de l'eau chaude pour les assassiner? Est-ce qu'il se souvient de la guerre d'Algérie? Se rappelle-t-il du Mali? Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé au Sénégal après leur propre guerre, qu'ils appellent la Deuxième Guerre mondiale, où nos parents étaient embarqués de force et à Terouaï, où ils ont, par malheur ou bien par méchanceté, par lâcheté, ils ont assassiné nos parents qui réclamaient en tout cas un salaire juste et mérité. Est-ce que Emmanuel Macron a idée de cela? Voici la France qui pense qu'elle est toujours en tout cas le nombril du monde entier. Elle peut commander l'Afrique, elle peut dicter sa loi à l'Afrique. Emmanuel Macron est vraiment un mal nécessaire pour l'Afrique. Oui, il est un mal nécessaire pour nous. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, ou bien tout ce qu'il a dit dans son discours, n'est que du mensonge, n'est que, en tout cas, le jeu d'un enfant qui ne sait pas d'où il vient et où il va. Emmanuel Macron, je pense que la France veut elle-même connaître une implosion. Voilà, parce que la France a des problèmes, elle ne sait plus à quel sens se vouer, elle est désorientée, elle peine
à se maintenir dans le quota même des premiers 5 pays du monde, cette France-là, parce que son logiciel, comme il parlait lui-même des logiciels, son logiciel d'antan qui pensait la France avec l'Afrique comme complément, c'est-à-dire qu'il puisait tout en Afrique pour se faire une place, en tout cas dans le quota des grandes nations, ce logiciel-là est en déroute. L'Afrique, les Africains sont en train de se libérer. Ils ne peuvent pas venir aujourd'hui et dire que c'est sur un commun accord que la France est partie et que les Africains annoncent cela et qui ne sont pas bien. Non, on se souvient de son envoyé spécial, Jean-Marie Bockel. C'est lorsqu'il a quitté N'Djamena, il n'était même pas encore arrivé en France, que l'autorité de N'Djamena a annoncé qu'elle mette fin, en tout cas aux accords, en tout cas non équilibrés de défense entre les deux nations. Oui, donc Emmanuel Macron devra vraiment réviser ou bien aller en Afrique pour apprendre l'histoire, la vraie histoire, et non l'histoire de copier-coller qu'ils enseignent à leurs enfants, qu'ils enseignent dans les universités, et dont les diplômes aujourd'hui n'ont même pas de valeur. Ce sont les noms qui sont restés. Il ne s'agit plus, en tout cas, ça ne signifie plus rien de dire que j'ai étudié à la Sorbonne, que j'ai étudié à telle université, parce que c'est le mensonge qui est enseigné. L'ENA, en France, c'est toujours le mensonge. Tout est mensonge. Est-ce que Emmanuel Macron sait au moins combien de présidents africains qui ont été assassinés depuis 1963 en prenant Sylvanus Olympie comme point de départ? Celui-là que les États-Unis ont lâchement abandonné dans leur propre ambassade et qui a été assassiné par la France. Est-ce qu'il sait cela? Au moins 22 présidents africains en exercice assassinés par la France, par les agents secrets français. Voici, en quelque sorte, quelques leçons qu'il doit aller apprendre, qu'il doit aller approfondir. Parce que la France peine aujourd'hui. Elle sait que sans l'Afrique, elle va devenir une nation du quatrième monde. Nous, on nous appelait les nations du tiers-monde. Mais aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Tchad, ce sont des pays qui sont en train de se lever, qui sont en train de bénéficier de leur propre richesse de façon normale. Et donc, la France est inquiète. Sa politique de diviser pour régner prend fin. Et la France est inquiète. Elle ne sait pas où mettre ses chômeurs. Ces chômeurs qu'on nous envoyait en Afrique, comme des militaires aujourd'hui, doivent retourner sur leur continent, doivent retourner en France. Et ils ne savent pas comment les caser. Voici leurs problèmes. Leurs intérêts sont en train de s'arrêter et l'Afrique va bénéficier de ses propres richesses. Pour l'instant, c'est là que je peux m'arrêter pour une première sortie pour dire que ce discours est un discours qui fait sortir la France par la petite porte de l'histoire africaine. Comme on nous faisait sortir par les portes de non-retour pour nous envoyer en esclavage, la France est en train de sortir de l'Afrique par une petite porte qui ne leur permettra plus de revenir en Afrique. Voici le problème. Au lieu de négocier, au lieu de parler, au lieu de respecter les Africains, Emmanuel Macron, le mal nécessaire, est en train de nous dire, adieu et nous l'acceptons. Merci Sylvain Debogou. On va aussi renvoyer la question à Ibrahima Namaïwa. Alors Ibrahim, que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron qui a affirmé devant ses ambassadeurs qu'aucun pays africain où la France est intervenue pour lutter contre le terrorisme ne serait souverain si l'armée française ne s'était pas déployée? Ibrahim Namaïwa. Ouais, merci beaucoup. Merci, ma sœur Christelle. Oui, effectivement, on a bien écouté les discours d'Emmanuel Macron et il a dit des choses très importantes à nos yeux parce que c'est des choses qui nous rappellent
un certain nombre de réalités sur lesquelles nous allons revenir. Il a aussi raconté des vues d'esprit. Par exemple, quand Emmanuel Macron disait que n'eût été l'intervention de l'armée française, il dit que beaucoup de ces pays-là n'allaient pas exister jusqu'à parler de la souveraineté des États souverains. Là, on comprend à quoi il fait allusion. C'est que le problème de Macron, il semble oublier l'histoire. Il s'accroche à une partie de l'histoire qui est l'histoire récente. Puisque dans ce qu'il a expliqué, Emmanuel Macron s'est appesanti sur les événements de 2013 au Mali. Il veut dire que si effectivement, si l'armée française n'avait pas débarqué, peut-être que les djihadistes que la France elle-même avait préparés, avait poussé pour qu'ils viennent, pour qu'ils prennent d'assaut le Mali jusqu'à vouloir dire qu'ils vont arriver au niveau de Bamako. Et il pensait que les Africains n'ont pas compris. Mais après ces événements, on a fini par comprendre eux-mêmes les terroristes qui ont menacé de dire qu'ils vont à Bamako, ils étaient entretenus par qui? Aujourd'hui encore, la plainte du gouvernement malien, elle est toujours là déposée devant le Conseil de sécurité et de paix de l'ONU, dans lequel il a été clairement démontré, il a été documenté, preuve à l'appui, que les terroristes dont on parle, les djihadistes dont on parle, sont une fabrication de la France qui les donne des armes, qui les finance, qui les entraîne, qui les entretient. C'est là déposé. Et donc, si on essaye de faire le cas, on réalise qu'il n'y avait pas eu de terrorisme au Mali, il y a eu un complot. Après que la France de Sarkozy, accompagnée par les forces de l'OTAN, ait assassiné lâchement Kadhafi et créé les conditions de balkaniser le Sahel à travers l'explosion et à travers le mécanisme qui a permis de déverser des armes dans le Sahel pour embraser le Sahel. Après ça, ils ont estimé qu'il faut venir au Mali, ouvrir le boulevard, permettre aux terroristes de menacer, de dire qu'ils vont marcher, qu'ils vont arriver à Bamako. Et dans ce contexte, tout le monde sait. Le Premier ministre Shogel Kokala Megal a appelé. Il disait que dans la note qui a été adressée à l'armée française, pour demander aux autorités françaises l'appui, ce n'est qu'un appui en matériel, en renseignement et en logistique qui a été demandé. Mais à lieu et place d'un appui en logistique, c'est l'armée française qui débarque avec cause et effet, avec bagage, pour dire qu'elle est venue, pour dire qu'elle vient pour essayer de sauver le Mali. Alors même que tout le monde savait, la réalité est que c'est les Français eux-mêmes qui ont organisé tout ceci pour menacer de venir au niveau de Bamako et permettre à ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron trouve la voie pour parler, dire que c'est les soldats français qui sont venus sauver des peuples. Sinon, en dehors de cet épisode-là, c'est venu sauver un peuple quelconque en Afrique. Tout le monde sait que nous autres, peuples de l'AES, pendant même que Emmanuel Macron était en train de vouloir des forces d'un commun accord avec nos autorités, il était en train de vouloir amener les soldats français chez nous, mais nous ne voulons pas. Tout le monde a vu comment nous avons créé les conditions de nous opposer au déploiement des soldats français au niveau du Niger, par exemple. On les a barricadés, on les a bloqués sur la route pour les empêcher d'arriver au niveau chez nous, parce que pour nous, ce sont les gens qui entretiennent les terroristes. Donc, nous avons bloqué et ça a occasionné même la mort, l'assassinat, le massacre au niveau des terrains. Donc, c'est pour dire que ce sont les manœuvres de la France
qui consistait à jouer, à mettre le feu et à venir jouer aux pompiers pour qu'aujourd'hui Emmanuel Macron puisse trouver des arguments et des arguties pour venir dire que c'est la France qui a sauvé les États africains, sinon nos États n'allaient pas exister jusqu'à parler de souveraineté. Mais c'est aussi bon de rappeler à Emmanuel Macron parce qu'il semble oublier l'histoire lointaine. L'histoire. Oh là là, des soucis de liaison avec Ibrahim Namaïwa qui disait pourtant déjà de très belles choses. On espère qu'il reviendra, hein, Ibrahim Naimawa, et que sa connexion se rétablira pour qu'il aille jusqu'au bout de ses propos. On va se retourner vers Louma Samba. Alors... Je suis là. Ok. Oui, j'étais en train de dire que Emmanuel Macron a donné seulement l'histoire récente. Il semble oublier l'histoire que tout le monde connaît, ou du moins par malhonnêteté intellectuelle, il refuse de donner la vraie histoire. Celle-là qui consiste à dire que ce sont nos grands-parents qui se sont déplacés pour aller défendre la France face à l'invasion de l'Allemagne. Si nos grands-parents ne s'étaient pas sacrifiés pour défendre la France, à la date du 6 janvier, Emmanuel Macron n'aurait pas existé peut-être. La France n'aurait pas existé peut-être. En tout cas, il n'aurait pas trouvé un pays paisible appelé la France où il va diriger jusqu'à prétendre jeter de l'anathème aux autres Africains. Il aurait fallu que nos grands-parents se sacrifient pour défendre la France, pour que la France existe et que Emmanuel Macron vienne jusqu'à être mis au monde, venir diriger le pays et vouloir trouver la bouche par ingratitude pour nous parler, nous, les descendants de ceux-là même qui ont aidé et qui ont aidé à ce que lui, il voit le monde. Sinon, s'il n'y avait pas eu la défense de la France par nos grands-parents, l'Allemagne allait annexer la France. Peut-être aujourd'hui, on n'allait pas parler de la France, mais on allait parler d'une province allemande qui serait la partie de la France. C'est ça qu'Emmanuel Macron a oublié. Et c'était bien, c'est bon de lui le rappeler. Maintenant, l'autre chose que je voulais dire, quand il essayait de dire que le départ des soldats français de l'Afrique était concerté, était organisé, bon, là, on peut dans une certaine mesure le comprendre. Par honnêteté intellectuelle, nous devons reconnaître cela, nous devons le comprendre, que ces pays-là, dont il dit qu'ils ont discuté, qu'ils ont négocié le départ des soldats français de ces pays, avec les autorités de ces pays, je vois bien qu'il fait allusion à la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, au Sénégal, de Diomaye Faye, et un peu dans une certaine mesure du Tchad. Mais à la lecture des choses, on réalise qu'Emmanuel Macron peut avoir raison. Peut-être pour la première fois, il peut avoir raison, parce que tout le monde sait les liens d'esclavage qui existent entre les autorités de ces pays et lui, Emmanuel Macron. Il est venu tout simplement nous dire que pour ce qui concerne ces trois pays, c'est effectivement lui, de son propre chef, qui a senti la nécessité de retirer les soldats français. Et Emmanuel Macron l'a dit, mais Alassane Dramane Ouattara, lui-même, n'a pas dit moins. Il a dit dans son discours que de manière concertée et organisée, il avait décidé de faire partie des soldats français de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de cela qu'Emmanuel Macron parlait aussi. Il ne fait que rappeler ça, pour nous dire que c'est de manière concertée. Et au niveau du Sénégal, j'ai beaucoup de respect pour le peuple sénégalais et le peuple ivoirien. Mais la réalité est que c'est des autorités soumises à la France qui sont là. Donc, des autorités qui acceptent de se soumettre à la France. Quand la France sort pour dire que voilà ce qu'elle les a donné comme ordre, mais personne ne peut discuter, personne ne peut douter. Nous n'avons pas les moyens de prouver le contraire. Mais ce que nous savons, c'est que même si c'est la France qui avait donné les instructions et qui avait accepté de négocier le retrait de ses soldats du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, mais il n'en demeure pas moins que la France l'avait fait parce qu'elle a senti la menace après que les pays de l'AES aient chassé les soldats français. Voilà là où on parle de chasser.
Ce qui a choqué Emmanuel Macron, on peut comprendre quand il parlait, ça démontre qu'il a eu mal de la façon dont on raconte, de la façon dont on explique les départs forcés des soldats français de nos pays. Comparé au pays de l'AES, où le peuple a réussi par la force de chasser les soldats français, de les humilier, de les réserver le sort qui les réservé, qui doit être réservé, le sort qui sied. Mais contrairement à ces pays de l'AES, au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, on voit que c'est une simple annonce que le Sénégal avait fait, qui n'est même pas encore suivi des faits. Et le simple fait qu'ils viennent dire que c'est de manière concertée, ça semble choquer les autorités de ces pays. Mais ils doivent se ressaisir. Ils doivent se ressaisir et ils doivent comprendre que la France n'a pas d'amis, elle n'a que d'intérêt. Le général de Gaulle l'avait déjà dit. Et c'est ça que Emmanuel Macron est en train de les rappeler. Il veut se faire bonne conscience et il veut redorer son image en disant que ces soldats ne sont pas chassés par la force, mais ces soldats sont en train de partir parce que lui, Emmanuel Macron, avait décidé d'un commun accord avec les valets locaux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour chasser les soldats, pour retirer ces soldats. C'est ça qu'il convient de comprendre. Donc, c'est le lieu de dire au peuple de ces pays-là de redoubler d'efforts pour que, effectivement, ces départs-là soient des départs effectifs et que ce soit par la force que les peuples vont contraindre la France à retirer les soldats. Sinon, rien n'est encore acquis dans ces pays-là. En ce qui concerne, effectivement, tout ce qu'il était en train de dire, nous, par exemple, du côté du Niger, nous nous sentons réconfortés parce que dans son discours, effectivement, Emmanuel Macron a réussi à lâcher la vérité qui consiste à corroborer ou qui consiste à conforter les propos, les annonces, les informations importantes qu'avait donné le président Abdrahmane Tchani dans sa dernière sortie où il expliquait, preuve à l'appui, qu'effectivement, il y a des soldats français qui sont des bases militaires françaises au niveau du Bénin et aussi il y a des bases qui sont en train d'être préparées pour installer au niveau du Nigeria. Le président Emmanuel Macron est sorti pour confirmer cela et ça nous conforte, ça nous amène à dire qu'effectivement, nous avons aussi des canaux solides et des canaux crédibles qui peuvent nous donner les bonnes informations pour nous permettre de nous préparer pour cette guerre-là. Et un peu plus loin, Emmanuel Macron, j'ai fini peut-être par là, il nous prépare aussi, sans se rendre compte que nous sommes en train de comprendre, il dit qu'il faudrait que les pays africains, ceux-là qui sont dans les jurons de la France, parce que l'AES n'est plus cette fois-ci dans le précaré de la France, il dit qu'ils vont essayer de qualifier la menace avec ces pays-là qui ont à leur tête des valets locaux de la France. Qualifier la menace, mais ça en dit non. Il faudrait que nous prenions la mesure, nous tenons compte de cela pour comprendre qu'est-ce qu'il voudrait dire. Et comprendre que le combat n'est pas encore terminé. Cette guerre-là, Emmanuel Macron la prépare avec des pays africains, et coûte que coûte, il veut que nous rentrons en guerre. Et quitte à nous, autres Africains, en tout cas au niveau de l'AES, on le voit clairement, les pays de l'AES se préparent à cette guerre pour laquelle Emmanuel Macron est en train de se préparer aussi. Maintenant, je finis en disant que tous ces pays-là qui ont à leur tête des larbins, des valeurs locaux, je parle du Sénégal, j'ai beaucoup de respect pour le peuple sénégalais. Je parle de la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup de respect pour le peuple ivoirien. C'est pour dire qu'il est grand temps que les peuples se mobilisent pour contraindre leurs autorités à accepter la voie de la liberté, à accepter la voie de l'émancipation et à regarder ce qui se passe au niveau de l'AES pour qu'on puisse cheminer ensemble. Je vous remercie. Merci également à vous, Ibrahima Namayoua. On va donner à présent la parole à Loum Samba, qui lui aussi doit s'exprimer sur le sujet en ce qui concerne bien sûr la sortie du président Emmanuel Macron. Alors, Loum Samba, pourquoi selon vous Paris a du mal à assumer son échec diplomatique en Afrique? Déjà pour vous, est-ce que Paris a échoué diplomatiquement parlant en Afrique? Si oui, pourquoi? Ou alors pourquoi Paris a donc du mal à assumer cet échec diplomatique-là sur le continent africain? Le micro, on ne vous entend pas, le micro.
Je disais que Pétain n'a pas tout simplement échoué sur le plan diplomatique, mais il a échoué sur tous les plans en Afrique. Nous avons écouté l'intégralité du discours de Macron. Ce n'est pas parce qu'il a de l'importance qu'il faudra l'écouter. Ce n'est pas encore plus. Nous sommes intéressés par la politique française pour l'écouter. Mais quand une personne prend 1h30 et consacre les 30 minutes à parler de notre continent africain, et au regard de son discours, les champs lexicaux qui ont dominé dans tout ce qu'il a dit, eh bien, c'est les champs lexicaux du mépris envers l'Afrique, du mensonge, de la manipulation, de l'autoritarisme, de l'ingérence et tout ce que vous imaginez comme attitude, comme comportement, comme irrespect vis-à-vis d'un peuple souverain que nous sommes. Je parle de l'Afrique. Dans le discours de Macron, il faudra l'analyser sur plusieurs formes. Et pourquoi il a choisi ce contexte d'abord, dans un contexte où lui-même il n'est plus légitime dans son propre pays, dans un contexte où lui-même il sait que les peuples africains, en tout cas à travers l'éveil de conscience qui les a animés tous, ont décidé de s'en débarrasser de la France après avoir analysé bien sûr le rapport que nous avons avec cet État colonial. Il a parlé de la présence militaire. Quand il a parlé du Tchad, il n'a pas cité effectivement le Sénégal. Et nous savons tous qu'actuellement, les pays qui ne sont pas d'accord et qui lui ont dit clairement que nous voulons de vos bases militaires, ce sont principalement le Sénégal, le Tchad. Il n'est plus au Burkina. La France aussi n'est plus présente au Mali. Maintenant, quand il dit qu'il faudra, les Africains ne lui ont pas remercié parce qu'il nous a traité d'ingrats, il n'a pas oublié la pusillanimité des faits historiques, mais il a juste été malhonnête et continué à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le mensonge et la manipulation, tout simplement. En 2021, j'ai été au Mali. Un jour, il y a des militaires français qui avaient tué des jeunes au Nord Mali. Et la seule explication qu'ils avaient donnée, c'est de dire que c'était une erreur de la part de ces militaires français. Donc, c'est à cette famille malienne qui a réussi à Macron d'avoir tué ses fils sous prétexte d'avoir commis une erreur technique sur la manipulation des armes. Ils sont tous rendus compte qu'après cela, les militaires français qui étaient arrêtés au niveau des frontières de la Centrafrique, en train d'entraîner les terroristes, les vidéos étaient là et les images ont été très visibles. Les militaires français capturés dans ce même contexte aux frontières entre Burkina, avec les terroristes qui les entraînaient, qui les armaient. Donc, ce n'est pas à Macron qui va nous dire qu'il s'est venu en Afrique pour aider l'Afrique. Il était là pour autre chose, pas en tout cas pour nous aider. Et particulièrement au Sénégal où nous sommes. La présence militaire française à l'intérieur de la capitale, à côté ou bien dans un quartier où les populations vivent dans la promiscuité, ils occupent énormément d'espace avec plusieurs hectares, alors que les populations de Ouakam en ont vraiment besoin de ces terres, parce qu'ils en ont besoin, parce que je sais de quoi je parle. C'est une communauté qui a beaucoup d'importance et qui a été dilapidée par tous les États en termes de foncier. Donc on a besoin de ces terres. Et quand il dit qu'ils sont en Afrique juste pour nous aider, mais c'est que le Sénégal qui n'est pas en guerre, je lui demande lui-même à quel niveau l'armée française peut aider les Sénégalais. Il a même parlé et quand on parle de convention militaire entre la France et certains pays de l'Afrique, parlant de sa présence militaire, mais pourquoi dans son discours il a invoqué la nécessité de collaborer avec ces entreprises français, certainement pour encore revenir en Afrique,
s'organiser pour piller. Malhonnête qu'il est, et menteur qu'il est, il dit que, voilà, il a parlé des réseaux sociaux, il a parlé de l'influence des réseaux sociaux, il a parlé du panafricanisme de mauvais aloi. Ce n'est pas à lui de redéfinir ou de parler de panafricanisme, pas besoin de son avis. Et quand il pense que la France avait utilisé tout son médium pour influencer, pour esclavagiser, pour coloniser mentalement les peuples africains, s'il pense que le seul moyen de le faire, c'était d'utiliser leurs médias, leur diplomatie hypocrite, et tout ce que vous pouvez imaginer comme tout ce qui peut renvoyer à un État indigne avec une élite malhonnête et sans aucune vergogne. Donc tout ce que vous pouvez imaginer, il peut le dire. Donc il est prêt à tout faire pour recoloniser l'Afrique. Parce que ce qu'il faudra retenir dans tout ça, la France est le plus nul des pays qui n'est pas capable de créer un modèle économique de pillage, autre que la manipulation, autre que le mensonge pour exister. Le seul moyen qu'il a toujours utilisé pour exister, c'était l'influence, c'était le mensonge, c'était la colonisation, c'était le pillage. Et à l'ère où nous sommes, je ne parle même pas des élites, je parle de toutes ces populations, particulièrement les jeunesses qui ont sonné l'alarme et qui ont exigé en premier lieu, avant que la France même prononce ou de prendre des décisions de partir ou de rester en Afrique. Rappelons-nous tous, avant même l'arrivée au pouvoir de Goïta, de Diomaye, de Déby Fils, rappelons-nous tous l'organisation de toutes ces masses critiques africaines qui ont inondé les médias. Je me rappelle en 2011, lorsque Macron avait invité certaines jeunesses africaines, c'est ici que j'avais dit en 2020 qu'on n'avait pas besoin d'aller en France pour parler de nos problèmes en tant qu'Africains. On n'avait pas besoin de l'avis de Macron sur comment se comporte l'Afrique, comment va nos pays, comment on doit s'organiser, comment on doit penser à la démocratie, comment on doit la repenser. Ce n'est pas à la France de nous apprendre des leçons de démocratie. On ne parle pas de cette démocratie coloniale. Ce n'est pas à Macron de nous parler de démocratie. La France elle-même, les femmes de la France n'avaient pas le droit de vote il y a juste 80 ans. Et pendant ce temps, au Sénégal, dans d'autres pays en Afrique, il y avait des reines qui dirigeaient des communautés, il y avait des reines qui prenaient le pouvoir. Donc ce n'est pas à lui de nous parler de droits des femmes, de démocratie, ce n'est pas à lui de nous apprendre quoi que ce soit, ce n'est pas à lui de redéfinir le panafricanisme, on n'a pas besoin de son avis. En définitive, tout le discours que Macron a utilisé, il faut juste le résumé d'un grand enfant illégitime dans son pays, d'un chef d'État incapable de résoudre les problèmes de son pays, d'un président incapable de repenser à un modèle économique, capable de faire décoller à son pays et de le hisser aux grandes nations. Ce n'est pas à l'Afrique de lui donner un quelconque prétexte pour montrer à la face du monde qu'il peut toujours continuer à exister à partir d'une influence. Cette existence, du point de vue de la géopolitique mondiale et, en général, ce n'est plus l'Afrique qui va lui donner ce prétexte. Il n'a jamais absolument rien gagné. Si c'était une guerre avec les jeunesses africaines et les panafricanistes, qu'il sache qu'il a déjà perdu le terrain. Il ne peut plus permettre d'être existé en Afrique, de revenir pour nous parler de quoi que ce soit. Nous lançons une alerte et nous exigeons à nos élites, particulièrement à l'État du Sénégal, le processus a déjà enclenché. Il n'y a pas d'attente, il faut qu'ils accélèrent la chose, aller jusqu'au bout et dégager cette France. Exiger également cette France, au-delà de lui rappeler du massacre du camp de Tcharol que la France avait fait. La deuxième étape, je l'avais dit ici, il faudra que tous les États africains qui avaient des fils parmi ces combattants qui étaient allés libérer la France et qu'en retour, la seule ingratitude, la seule lâcheté que la France pourrait faire, la seule monnaie qu'elle pourrait rendre à ces Africains qui l'avaient libérés du colonialisme, c'était de leur massacrer. Encore que la France a reconnu d'avoir commis un crime d'État, j'invite à tous ces États africains d'exiger une justice
et de traduire la France au niveau des juridictions internationales pour un crime d'État qu'il a commis. La France a déjà reconnu d'avoir commis ce crime. Et il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Ça reste impardonnable et impuni. On ne le pardonnera jamais. C'est une exigence que nous faisons à l'endroit des élites africaines, d'exiger à la France de se soumettre au niveau des juridictions internationales. C'était une dette qu'il devait payer à des gens qui l'ont libéré. Il doit payer ses dettes. On n'a pas besoin d'indemnisation, on n'a pas besoin même de reconnaissance d'avoir tué, d'avoir massacré et tout ça. Nous avons juste voulu que la justice soit faite parce qu'il est grand temps que toute cette injustice que la France a commise à l'Afrique, et récemment même, quand il parle même de la déstabilisation du Sahel, nous savons tous que la déstabilisation du Sahel, la France était un acteur majeur parmi toutes ces causes. Parce que tout est parti de la déstabilisation de la Libye. Quel a été le rôle de la France à travers l'autre idiot qui était Nicolas Sarkozy, qui s'est immiscé dans cette guerre qui a déstabilisé le Sahel, qui a déstabilisé la Libye. Et la déstabilisation de la Libye, nous savons tous que c'est la cause fondamentale de toute cette déstabilisation que nous notons au niveau du Sahel. Je minimise son discours parce que ça n'a aucune portée. Ce discours ne pourra pas nous faire fléchir, nous en tant que peuple, je ne parle pas des élites. Continuons à exiger à nos élites respectives d'aller jusqu'au bout de cette décision, de s'en débarrasser définitivement avec la France qui ne peut plus continuer en tout cas à rester en Afrique. Son influence n'est plus à l'ordre du jour, ce n'est plus possible. Qu'elle réfléchisse à d'autres modèles économiques pour développer son pays et pour satisfaire son peuple qui l'a complètement dégoûté. Son problème avec la France, avec le peuple français, ce n'est pas à nous, Africains, de lui le régler. C'est à lui de régler son problème. Son illégitimité au niveau de la géopolitique mondiale, ce n'est pas à nous, Africains, de lui tendre la main pour l'aider. Si ce n'est que de l'influence au niveau de l'Afrique pour pouvoir exister géopolitique mondiale, il n'a qu'à repenser son modèle diplomatique et sa stratégie géopolitique pour exister. Merci donc à vous, à Louma Samba. On rappelle que le Premier ministre sénégalais a réagi sur son compte X, Twitter, où il a affirmé que, constatant que la France n'a ni la capacité ni la légitimité à assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté aussi, a-t-il ajouté. Si les soldats africains, quelquefois mobilisés de forces maltraitées et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Et voilà donc la sortie du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, après que bien sûr le Tchad ait fait sa sortie dénonçant les propos d'Emmanuel Macron qui, selon lui, l'Afrique devrait dire merci à la France pour l'avoir sortie de la colonisation. Alors on va se retourner vers Mebatab Salah avant d'ouvrir le standard pour nos téléspectateurs qui sont certainement en attente pour pouvoir donner leur point de vue sur le sujet du jour. Alors Mebatab Salah, quel a été réellement l'apport de la coopération militaire entre N'Djamena et Paris? Merci bien. Bonsoir à mes confrères. Merci à ces millions de téléspectateurs. Il faut d'abord que nous puissions faire quelques briefings de ce qui a été comme relation avec la France, en particulier le Tchad. Et rappelez-vous, pour une histoire très personnelle, c'est que je suis le petit-fils d'un ancien tirailleur, donc qui, étant petit, me rappelait déjà comment il a vécu pour la première fois la Méditerranée et comment ils ont fait leur entrée donc, en France et comment, de façon ingrate, ils ont été déshabillés pour habiller des gens, des fuyards qui étaient réfugiés quelque part pour aller marcher, faire la marche de victoire sur le Champs-Élysées. Donc, c'est une petite histoire qui m'est tellement personnelle. Et aussi, un autre grand-parent qui a activement travaillé pour le chemin Congo-Océan, les ressources africaines pillées par la France pour les acheminer
destinée donc à la France métropolitaine. C'est juste une petite histoire pour nous rappeler combien de fois la France donc est là, pas pour sécuriser l'Afrique, non plus pour le bien-être des Africains. Et une petite histoire aussi, quand vous allez voir les investissements de la France dans les pays anglophones, vous allez comprendre simplement que la France n'a jamais eu cette envie, cette volonté de pouvoir donc faire décoller économiquement dans ces ex-colonies, dans le seul but de les maintenir donc dans cette situation actuelle. Et donc, et nous constatons donc qu'il est question ici pour la France de pouvoir maintenir un certain peuple sous son de pouvoir toujours utiliser ses ressources comme elle a toujours fait, et d'ailleurs des années. Et en ce qui concerne, pour venir un peu direct à la sortie du jour de Macron, qui un jour certainement nous allons dire merci à ce monsieur, à cet homme d'État français qui nous a aidé à ôter le voile qui nous empêchait jusqu'ici de voir réellement la politique française pour l'Afrique. Et quand il tient de propos devant, soi-disant, des diplomates, en vérité, Macron parlait à des peuples. Il parlait d'abord au peuple français parce que les Français ne pardonneront jamais à M. Macron pour la responsabilité dans la rupture de façon ignoble, de façon brutale de la France avec l'Afrique. Les Français ne lui pardonneront jamais cela. Et vous constatez déjà même que pendant même qu'il est là, ils sont en train de subir les conséquences économiques direct. Ça, c'est dedans. Il a fait cette sortie dans le but de pouvoir faire comprendre aux Français que non, c'est de façon concertée avec les dirigeants africains qui sont sur place. Mais je vous rassure que c'est ce qui est tellement exactement faux, ce qui ne tient pas le chemin. Et de deux, il s'adressait au peuple africain, ceux qui sont assoiffés donc de cette rupture, de voir la rupture totale, de prendre le chemin de souveraineté. Il parlait à ce peuple-là qui est dans l'envie et qui soutient activement donc leurs dirigeants. J'ai fait allusion particulièrement au maréchal du Tchad, que moi je suis depuis quelques années, depuis qu'il a pris donc le règne donc du pouvoir. Je le suis de très près, j'examine de très près toute sa sortie. Et dès lors, pendant les campagnes, lui, il disait déjà qu'il est prêt à mettre sa vie sur la table pour élever, garantir la souveraineté du Tchad. Ça, c'est un fait. Donc, ce n'est pas question qu'il vient aujourd'hui affirmer cela. Et quand vous constatez qu'il dit que c'est de façon concertée, il s'adresse ici au peuple africain, au peuple tchadien de façon précise pour mettre la confusion entre ce peuple et ses dirigeants pour dire qu'en fait, ils sont encore la marionnette de la France. C'est-à-dire toutes les déclarations de rupture des accords militaires, ce n'est que de poudre aux yeux du peuple. Qu'en vérité, en bas, ils se sont échangés des mots, ils se sont concertés pour juste utiliser une stratégie pour faire partir donc l'armée française, mais c'est ce qui est complètement faux. C'est une déclaration pour mettre la confusion entre des dirigeants et le peuple qui sont aujourd'hui assoiffés de la souveraineté, qui sont d'accord. Je pense que c'est ce point-là qui fait l'unanimité ici au Tchad, le fait de le départ donc, de l'armée française du territoire tchadien. Je pense qu'aucun opposant ne s'est opposé pour soi-disant qu'on veut la présence de l'armée tchadienne encore au Tchad. Mais pour ce faisant, la France, constatant cela, cette unanimité, veut donc mettre la confusion pour déclarer que ce qui a été fait de façon concertée avec N'Djamena, ce qui est tellement faux. Mais vous allez constater que je peux me rassurer que la France aurait donné injonction à sa marionnette. Je fais allusion. Véritablement de salto avec Meba Tapsala, et pourtant il affirme de très belles choses. C'est que ça a été En attendant que sa connexion se rétablisse, en attendant, Meba Tapsala, s'il vous plaît, veuillez
je sais pas comment dire cela. Veuillez faire en sorte que votre connexion soit véritablement rétablie parce que vos dires sont entrecoupés. On n'arrive véritablement plus à vous saisir. Alors, on va prendre la réclame et ensuite on ouvre le standard parce qu'ils sont nombreux qui veulent déjà réagir concernant le sujet du jour. On prend la publicité et on se retrouve derrière pour ouvrir le micro aux téléspectateurs. À tout de suite. Noël de folie chez StarTimes. Le décodeur est à 0 francs. Oui, 0 francs. Et l'installation est gratuite. Simplifiez-vous la vie avec les réabonnements journaliers, hebdomadaires et mensuels à partir de 400 francs CFA pour le bouquet Smart. Et ce n'est pas tout. Le bouquet Nova vous est offert à 2500 francs le mois. Pour tout nouvel abonnement, profitez de tout StarTimes à 12 000 francs CFA au lieu de 15 000 francs CFA. Chers abonnés Nova, Smart, Super, bénéficiez de 30 jours tout StarTimes pour tout réabonnement à votre bouquet actuel. La magie de Noël, c'est des sports passionnants, des romances palpitantes, des films d'action et des dessins animés pour tous les âges. Rendez-vous dans nos boutiques dès maintenant. Contactez-nous via Messenger ou appelez-le 25 22 02 60 60. Offre soumise à condition. StarTimes, profitez de la vie numérique. Allez, nous sommes de retour. On va directement ouvrir le standard. On nous fait signe qu'il y a déjà un téléspectateur en ligne. On va lui dire bonsoir et surtout bienvenue sur Afrique Média. Oui, merci Christelle et merci à toute votre équipe et aux panélistes. Je vous salue tous. Alors, moi je voudrais dire que ce que fait Macron, c'est vraiment, c'est même pas professionnel, c'est lamentable. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Macron, il s'est entouré d'une équipe d'incompétents. Tout le monde sait ça en France. Tous ses premiers ministres, à commencer par Édouard Philippe, incompétents. La crise du Covid, il a géré ça de façon incompétente. Pour entrer dans le gouvernement Macron, vous devez être mis en examen. Tous ces ministres, la plupart de ces ministres et de ses collaborateurs ont des casseroles, des affaires judiciaires. Et le pire, c'était le ministre de la Justice, son ancien ministre de la Justice, qui est lui-même mis en examen. Vous voyez? Donc la France, c'est un pays d'incompétence notoire. Ce qu'il a fait en 2022, c'est qu'il a supprimé le corps diplomatique. Ça fait que déjà, bon, la diplomatie de la France, ça fait des années qu'elle est lamentable. Mais en plus d'avoir supprimé ça, il s'entoure de gens qui sont méprisants, qui sont arrogants et qui ne peuvent même pas lui parler. Parce qu'il faut savoir que Macron se croit plus intelligent que tout le monde. Il pense que c'est lui qui a la parole. Il se prend pour Jupiter. Donc quelqu'un comme ça, comment pouvez-vous espérer avoir de la logique, de la compréhension, de l'intelligence? C'est un enfant gâté. Monsieur Macron, il a une mentalité d'un enfant de 15 ans. Je ne sais pas, moi je ne suis pas psychologue, mais il y a un psychologue italien qui, avant l'élection de Macron en 2017, il a fait son portrait psychologique. Et il a dit que Macron, c'est un psychopathe. Et malgré ça, les gens, enfin, on sait très bien que c'est des magouilles qui l'ont mis au pouvoir, mais malgré ça, il reste encore. C'est même pas qu'il fait du mal à la France, c'est pire que ça. Il détruit tout, mais malheureusement, ils ont encore de l'influence en Afrique et ça change. Et ils sont en train de perdre la tête parce que surtout le peuple du Sahel s'est réveillé et d'autres peuples commencent à se réveiller. Mais comme disait le président Gbagbo, ancien président Gbagbo, il parlait du mot d'esbrouf. Tous les politiciens français, à commencer par Macron en tête, ne font que de l'esbrouf. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. La France, les Français, il n'y a pas de compétences en France. Parce que quand vous êtes compétent, on ne vous prend pas, on vous dégage, on prend que les médiocres. Et c'est ça même les écoles françaises, les grandes écoles françaises ne promeuvent que la médiocrité et l'incompétence. Et maintenant, vous voyez le résultat. Voilà le résultat, il perd la France. La France, il y a 15 000 morts par an à cause de la pauvreté. Macron a des problèmes plus importants, mais ils s'en foutent parce que eux, leur problème, c'est pas les Français. Le peuple français n'a pas de problème avec eux. Eux aussi souffrent, mais ils travaillent pour les oligarques qui l'ont mis au pouvoir. Ils travaillent pour 1% de la population qui l'ont mis au pouvoir, et c'est juste eux qui les intéressent. Tous les autres, ça ne les intéresse pas. La France est un pays même pas en train de couler. Ils sont déjà sous l'eau. Maintenant qu'ils perdent encore l'Afrique, ils sont en train de perdre la tête. Pareil pour les États-Unis ici.
Les États-Unis, il y a des chiffres qui sont sortis, 18% de SDF, de gens sans domicile en plus par rapport à l'année dernière. Le déficit, les problèmes de santé, les gens n'ont pas d'argent pour se faire soigner, ils sont en banqueroute financière parce qu'ils mettent tout leur argent pour se faire soigner parce qu'il n'y a pas de système de santé. Tous ces pays occidentaux, ce sont des pays même il y a un interlocuteur qui disait quatrième monde, mais c'est même pas, je ne sais pas quoi. Mais comme c'est avec l'Afrique qu'ils veulent faire leur malin, comme on dit, parce que en Afrique, voilà, ils ont tellement été habitués à ce que les Africains soient dociles, soient esclavagisés, ne parlent pas devant un blanc, ça tremble. Mais le blanc que vous avez devant vous, il est même plus pire que le plus nul du plus nul du plus nul. Donc moi, ce que j'invite les Africains à faire, c'est d'arrêter de croire l'esbrouf de Macron. Il est là devant ses grands airs avec son costume à parler avec assurance, mais il faut savoir que dans son fort intérieur, c'est un gamin qui a peur. On l'a mis dans un costume qui est trop grand pour lui. Tout ce qu'il faut que si les Français ou ceux qui le dirigent ont un peu de cerveau qui leur reste, il faut l'enlever. Le mal est déjà fait. De toute façon, ce qu'il faut faire maintenant, les Africains, Macron n'est même plus pertinent. Donc, avancez, tout ce qu'il dit là, laissez-le parler, laissez-le parler et puis avançons parce que la France est dépassée, l'Occident est dépassé, il y a il y a les BRICS qui sont là, il y a d'autres pays avec qui on peut collaborer, avec qui on peut créer de la valeur et avec qui on peut avancer parce que la France, c'est le passé, la France, c'est fini. Ils ne veulent pas comprendre, ils s'accrochent à quelques branches là parce qu'il y a encore certains pays qui veulent encore avoir les Français comme maîtres. Mais ça va changer, ça va prendre le temps, mais ça va changer. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de m'avoir pris à l'antenne. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir appelés. C'est vrai qu'on n'avait pas votre nom, hein. La prochaine fois, il faudra certainement vous présenter. Ça fait du bien d'écouter des dames à dire ce qu'elles pensent de la situation actuelle en Afrique. On nous rappelle qu'il y a un autre téléspectateur. On va rapidement le prendre. Allô, bonsoir. Merci d'être sur Afrique Média. Bonsoir, Madame Mwandi, merci Call Center et je salue tous vos invités qui ont parlé sur le Skype. Je vais être très bref dans mon parler. Je vois quelqu'un de très frustré, qui est incapable de pouvoir convaincre son peuple et qui jette toute sa colère et son dévolu sur la poubelle que nous sommes, nous Africains. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que voici une leçon à retenir à partir de maintenant, de savoir comment nous devons marcher en tant que nation, État, pays, chef d'État. Tous ces chefs d'État qui ont été cités, parce qu'il a parlé en parabole, mais ces personnes étaient très visées. C'est Emmanuel l'a dit que c'est bien fait pour vous, quand vous êtes élu par mon biais, de venir baisser les chines devant mon palais à l'Élysée, pour dire que grand maître, nous sommes à ta disposition. Mais c'est normal, Madame Mwandi, c'est normal. Il faut que ça cesse. Et je crois que cette leçon doit rentrer dans l'esprit de tous les présidents, futurs présidents panafricanistes. Désormais, si une élection est faite en Afrique, c'est pour nous, on savoure la victoire entre nous. Et puis basta, excusez-moi du thème, que de courir chaque fois à l'Élysée comme des France-Africains, marionnettes, francs-maçons, etc., pour venir dire au maître que bon, j'ai été élu comme tu l'as voulu, qu'est-ce que je dois faire, donne-moi la feuille de route. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez M. Diomaye Faye se plaindre, vous voyez le président du Tchad qui boude, vous voyez également quel autre président du Bénin et tout ça. La Côte d'Ivoire, il ne peut rien dire parce que ce sont des valets. Quand vous n'êtes pas un valet de quelqu'un que vous vous faites respecter, eh bien Macron ne peut pas tenir un tel discours à l'égard des présidents africains. Donc, on dit aussi que il fait des accusations, il est en train de se vanter comme si sans la France, l'Afrique serait prise. Mais c'est vraiment catastrophique de la part d'un président de la République qui tient de tels propos. J'appelle ça, comme disait l'autre téléspectatrice, de la gaminerie. C'est un enfant de 14 ans, 12 ans, qui joue avec des bonhommes et qui se croit pour Jupiter, celui qui est la plus grosse planète, et qui doit diriger et indiquer comment est-ce que la galaxie de la planète doit être faite. Mais il faut qu'on soit sérieux, Madame Mwandi. Moi, le message que je veux donner, c'est une leçon
à tous ces présidents africains et les futurs présidents panafricains et les présidents panafricains qui sont là. Il faut fermer la route, il faut couper court avec ce pays-là parce que ça ne sert pas à grand-chose de savoir que des pays souverains se fassent insulter et traiter de la sorte. C'est un peu comme un père qui gronde ses enfants après avoir payé leur scolarité et qui ne se soucie pas, qui ne le remercie pas et qui du coup disent que bon, ils sont autonomes, indépendants. Donc voilà un peu le schéma que nous présente M. Macron. Je vais m'arrêter ici. Je dis merci beaucoup à Afrique Média et puis très bientôt. Bye. Merci également à vous de nous avoir appelé, Peter. On rappelle que le standard, il est toujours ouvert. Hein. Vous pouvez toujours nous appeler pour participer à cette édition d'Appel sur le continent. On a un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs d'Afrique Média. Oui, bonsoir. Oui, en fait, je voudrais commencer par dire que au Sénégal, nous attendons une déclaration officielle puisque Ousmane Sonko a fait une réponse à Emmanuel Macron mais ne l'a pas signée. Donc, nous attendons, comme l'a fait le Tchad, une réponse officielle du président de la République ou de son gouvernement, ou même d'un membre de son gouvernement. En fait, ce que je devrais d'abord commencer par dire, c'est que durant toute l'intervention, Macron a dit beaucoup de choses, mais ce que nous devons plutôt en apprendre, c'est qu'il a dit beaucoup de conséquences. Il a fait un peu un état des lieux de sa gouvernance en parlant de ses échecs et surtout de ses échecs. Parce qu'il a épuiser le champ lexical de la défaite, du découragement, en parlant de ne pas baisser les bras, ainsi de suite. Mais surtout parler de repli stratégique. Maintenant, quand lui, il se replie stratégiquement, nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est très facile de dire, oui, il a insulté l'Afrique, les Africains. Non, il a parlé de quelques pays. Je pense que et même je pense qu'il s'agit d'un seul pays. Il s'agit du Mali. Je ne sais pas si le Mali a répondu officiellement, mais je pense qu'il parle du Mali, parce que c'est uniquement au Mali que la France a intervenu pour empêcher que les djihadistes prennent la capitale, je pense. Au Sénégal, la France n'est jamais intervenue. Maintenant, elle a ses bases militaires toujours ici. Lorsqu'il dit que c'est avec un commun accord qu'ils vont partir, jusqu'à présent, les bases militaires sont ici au Sénégal, donc il faudrait qu'ils partent. Et si le gouvernement sénégalais estime que cette décision a été prise uniquement par elle, par lui-même, donc je pense qu'il ne devrait même pas rester une seule seconde ici, parce que il s'agit tout simplement de l'exprimer, et s'il l'exprime, je pense que l'armée française va partir, et je loue comme l'a fait le Tchad. Partez, il faut le dire, et ils le feront. Maintenant, lorsque vous négociez, vous prenez du temps, vous en discutez, et sur ce point, je pense que Macron a un peu raison. Maintenant, parlant des droits de tirage spéciaux, s'il ose en parler, c'est parce que le franc CFA est toujours arrimé à l'euro. Donc le prochain combat, et puis de façon urgente, c'est de se débarrasser de cet arrimage ou de cette dépendance du franc CFA à l'euro. Et ça, c'est pour des raisons stratégiques. C'est pas seulement le dire comme ça par énervement, mais l'Europe est en déclin, il l'a dit, il l'a démontré. Il nous a dit pourquoi. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrête de s'offusquer, de s'énerver, et pour une fois, qu'on prenne la balle à rebond et qu'on prenne le dessus. La France a dit ouvertement qu'elle est en déclin, que l'Europe risque d'être en déclin, puisqu'il y a la Chine, il y a les États-Unis avec lesquels elle essaie de fricoter. L'économie européenne risque de sombrer, notre monnaie risque d'en pâtir aussi. Nous sommes dans la zone franc CFA. Donc je pense que le débat stratégique doit être posé et qu'on arrête de se hurler et de réagir à chaque fois que la France ou Macron fait une déclaration. Il l'a dit en passant, il a parlé pendant 1h30 minutes. Écoutons ce qu'il a dit durant ces 1h30 minutes. Il a fait l'état des lieux d'un continent en déclin. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons réagir par rapport à ça? La question urgente ici, elle se pose, c'est la question du franc CFA qui dépend aujourd'hui de la France et de l'euro. Si aujourd'hui la Russie venait à entrer en guerre avec l'un de ces pays européens, ou si l'Europe aujourd'hui venait à être déstabilisée, nos monnaies vont en pâtir aussi. C'est le moment de prendre les devants, de s'organiser, de se réorganiser comme lui il le dit. Et surtout, j'aimerais terminer par cette chose, c'est que nos télécommunications aujourd'hui
dépendent d'une entreprise française qui se trouve être Orange. Si aujourd'hui elle avait décidé de couper l'Internet, nous aurons des problèmes. Et d'ailleurs, la France n'a plus besoin d'avoir des bases ici puisqu'ils peuvent entendre et savoir tout ce qu'on est en train de dire dans nos téléphones, dans nos connexions, ce que nous écrivons, ainsi de suite, ainsi de suite. La dépendance, elle reste aujourd'hui économique. Il faudrait s'en défaire. Comme Macron l'a dit, ils avaient entamé un processus de déguerpissement ou de retrait de leur base, c'est vrai, je l'avais dit lors d'une émission ici. Maintenant, c'est en train d'être acté, c'est en train de prendre un autre tournant. Pour une fois, réfléchissons de façon stratégique et essayons de trouver la solution tout de suite pour que demain, comme le Mali l'a fait avec la France, qu'il ne demande pas une intervention d'une armée étrangère pour régler un problème interne. Je pense que cette conférence de Macron, nous n'avons retenu qu'un seul propos. Mais il serait important pour nous d'écouter l'intégralité de ces propos qui sont révélateurs d'une économie et d'un pays en faillite. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir appelés. On rappelle qu'on respecte le point de vue de tout le monde. Tout le monde. On ne juge personne, on ne condamne personne. Tous les points de vue sont acceptés. Voilà, dans cette édition d'Appel sur le continent. Continuez à nous appeler rapidement. Ensuite, on va retrouver nos différents invités parce que l'émission va se refermer dans quelques minutes. Un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Allez-y, on vous écoute, bonsoir. Ok. Bon, vraiment, je dis aux Africains vraiment d'en profiter en même temps. Parce que la France, elle a voué à l'échec dans tout son programme. Elle a voué à l'échec. La France a totalement voué à l'échec. Voilà. Donc, c'est l'occasion. Je pense que on doit en profiter. Je demande à nos dirigeants, vraiment, qu'on en profite. Qu'on en profite. Qu'ils nous permettent d'en profiter en même temps. Rapidement, appelez-nous parce que dans quelques minutes, on va refermer le standard. On va refermer le standard pour donner la parole à nos différents invités. Allô, bonsoir, téléspectateurs en ligne. Bonjour, Madame Christelle. Soyez salués. Courage à vous, heureuse année, et que cette année vous apporte beaucoup d'énergie pour faire face à cette lutte que nous menons depuis longtemps. Et ça va toujours continuer jusqu'à la génération suivante. Ne nous leurrons pas. C'est une lutte de longue haleine. Ça ne va pas s'arrêter du coup. Ce gamin qu'on appelle Macron, commençant par Sarkozy, ce qu'ils racontent sur le continent africain, c'est ce que leurs parents leur avaient enseigné depuis longtemps. Et c'est ce qu'ils font. Les soi-disant chefs d'État africains qui s'asseyent, on leur crache à la figure à cause de l'argent. Leur honneur, dignité est bafouée par rapport à ceux-là. Parce que quand eux voient Macron, c'est un dieu. Eux, ils sont comme des poussins. C'est comme ça qu'eux-mêmes ils se voient. Et ils appellent ce qu'on appelle diplomatie le mensonge. Macron leur ment et ils acceptent. C'est une honte. Tout ce que vous voyez maintenant, ça se passait depuis longtemps. C'est parce qu'aujourd'hui nous avons les technologies qui révèlent tout aujourd'hui. Rien ne sera plus caché. Sinon, ce que Macron a dit là, ce gamin qui n'a pas encore fini de téter et qui ne connaît pas le sang de famille, c'est un destructeur. Et il peut tout faire, il peut insulter qui il veut, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a formé une famille. Et c'est celui-là qu'on met à la tête d'un pays qu'on appelle la France ingrat, qui nous dit que nous sommes ingrats. La France, ce pays-là, dit au monde aujourd'hui que l'Afrique est ingrate. Mais ça fait rire. Et dans ce moment, Christelle, les pays africains continuent de faire les affaires avec la France, avec les sociétés françaises. Au même moment,
Même à Yaoundé, là où vous êtes actuellement, les gens sont en train de faire des affaires avec la France. Ce qu'il faut concéder à ces firmes françaises, tout cela à cause de l'argent, pas à cause de leur dignité, à cause de leur honneur. Non, à cause de l'argent. Mais l'argent qu'ils cherchent, ils ne l'ont jamais reçu, ils ne sont jamais satisfaits, ils continuent toujours de vendre le continent africain à ces charognards. Nous disons, nous avons à juger la France, quels que soient les mensonges qu'ils profèrent aujourd'hui. Nous allons juger la France un jour et nous allons faire la guerre à la France. La guerre juste. Je dis bien, la guerre juste. Pour éduquer ces Français-là. Éduquer aussi le monde entier, parce que tout le monde entier nous voit en Afrique en bas. Nous voit comme nous sommes des singes. Des gens qui ne réfléchissent pas. Des gens qu'on peut manipuler. Vous voyez, certains avaient dit qu'avec seulement des sandwichs et sachets de choses là, de pain, on peut faire l'affaire. Et c'est comme ça qu'ils nous voient. C'est une réalité. Et ceux-là sont dans nos pays, hein. Ils circulent librement. On leur donne de grands fauteuils. On leur donne des honneurs. Ils viennent nous parler. Voilà l'image. C'est parce qu'il y a des gens, il y a des sorciers méchants en Afrique qui coopèrent avec Lucifer, qui est la France, pour détruire le continent, pour détruire l'humanité, pour détruire l'honneur humain. Ce gamin-là, ce gamin qu'appelle Macron, dit ça là à l'Afrique, et les États africains sont là. Ils vont demain encore l'appeler pour venir visiter nous en Afrique. Voilà les hontes qu'ils lancent sur le continent africain, mais ce sera lavé. N'ayez pas peur. La France va tomber, elle va payer les dommages. Si c'est faux ce que nous disons, vous allez voir. Si c'est faux ce que nous disons, vous allez voir les injustices que la France a commises sur le continent africain. Elle va payer ça. Elle va vous renvoyer vos or et votre or. C'est qu'elle a volé. Elle va vous envoyer ça. Ne vous en faites pas. Soyons sereins. Soyons sereins. Ne nous décourageons pas. Quelles que soient les visions que chaque fois quand ils s'asseyent dans leur bureau secret là, comment faire pour détruire le continent africain? Les guerres bactériologiques, comment faire pour dissimer les Africains? C'est comme ça qu'ils pensent toujours. Mais eux-mêmes, ils iront où? Ils iront dans l'abîme. Nous sommes en guerre, que Dieu bénisse. Voilà, j'avoue. Bye. Merci à vous de nous avoir appelés. Allez-y rapidement parce que ce sera terminé pour les appels dans quelques secondes seulement. Donc vous nous appelez pour donner votre point de vue sur le sujet alors qu'on a un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir madame, je vous appelle des États-Unis. Oui, bonsoir. Ok, je suis un Nigérien. Allez-y, on vous écoute. D'accord, je suis un Nigérien, j'habite aux États-Unis, je vous appelle. Oui, c'est-à-dire... Oh là là, des soucis certainement de liaison. On espère qu'il reviendra dans quelques secondes seulement parce que on va refermer le standard. Allez-y, appelez rapidement pour donner votre point de vue sur le sujet, comprendre la colère de Dakar et de N'Djamena après le discours d'Emmanuel Macron. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Allez-y rapidement. Bonne heureuse année à vous. Et je voudrais intervenir par rapport au discours d'Emmanuel Macron. Oui. Et moi, de mon avis, si vous écoutez le discours dans son entièreté, Emmanuel Macron, il avoue devant le monde entier que l'Europe est en faillite. Et donc, pour l'Europe qui est en faillite, qu'est-ce que la France doit faire? La France doit faire tout possible pour relever la tête. Et c'est aux Africains de comprendre que pour que la France relève la tête, elle ne doit pas compter sur le pillage de nos pays. Voilà, et prendre nos responsabilités. Pour ce qui est des bases militaires, c'est vrai que Emmanuel Macron a fait une déclaration et des pays comme le Sénégal, comme le Tchad, comme la Côte d'Ivoire ont produit
et des communiqués selon les humeurs les uns des autres. Mais il faut dire qu'il y a des accords de défense. Pour dire à un pays que nous ne voulons plus de vos bases sur nos sols, il faut déjà, en première position, dénoncer les accords. Et le Sénégal ne l'a pas encore fait. La Côte d'Ivoire ne l'a pas encore fait. Les pays du Sahel l'ont fait. Le Tchad a suivi le pas. Mais qu'attend le Sénégal pour dénoncer les accords de défense? Qu'attend la Côte d'Ivoire pour dénoncer les accords de défense? Il ne suffit pas de nous dire devant les télévisions que nous avons demandé à la France de quitter nos sols, aux soldats français de quitter nos sols. Mais il faut dénoncer les accords de défense, madame. Excellente journée à vous. Merci également à vous de nous avoir appelés. Allez-y rapidement, on va prendre encore 2 derniers appelants. Ensuite, on va refermer le standard, à comprendre la colère de Dakar et bien sûr de N'Djamena sur les propos de Macron. Téléspectateur en ligne, allô, bonsoir. Bonsoir madame, excusez-moi, la ligne était coupée tout à l'heure, je reviens, je disais que je viens du Niger. Et les propos du président du Niger, Abdourahmane Tchani, ont été mal compris par beaucoup d'Africains. Parce que le président du Niger était sorti, il a bien précisé l'intervention française en Afrique, ce que la France est en train de faire au niveau du Nigeria et du Bénin. Le président Macron a confirmé cette information. Le président Ouattara a confirmé ce que le président du Niger a dit. Le président béninois a confirmé ce que le président du Niger a dit. Donc, voilà Macron aujourd'hui qui sort, il confirme qu'on est en contact au Nigeria. On va créer une base au Nigeria. Au Bénin, on va faire la même chose. Juste pour rappeler à mes frères africains, surtout des 2 pays, le Nigeria et le Bénin, qui se sont acharnés sur le président du Niger, les frères ivoiriens qui sont sortis, il vous a donné des informations réelles. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ce petit bandit français, excusez-moi du terme, est sorti pour dénigrer, insulter nos présidents africains. Nous avons 3 présidents dans l'AES qui sont militaires. La chanson qu'on nous dit toujours, c'est des putschistes. Et il y a même des télévisions qui continuent à dire que c'est des putschistes. Mais c'est des gens qui sont supportés par leur population. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la vision panafricaine, comme Afrique Média. Regardez tout à l'heure, j'ai regardé au Ghana. Malheureusement, des soucis de liaison. Hein. Allez-y, appelez. Mais vous soyez précis et concis, s'il vous plaît. Quand vous nous appelez, soyez précis et concis pour permettre aux autres de donner eux aussi leur point de vue sur la question. Et donc, vous nous appelez, vous parlez au trop 1 minute ou 2. Et ensuite, on va passer la parole à une autre personne. Allez-y. Allô, bonsoir, téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. D'accord. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, moi, je pense que Macron et la France, Oui, allô, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Oui. J'ai dit Macron et la France tout entier, ils se trompent. L'Afrique aujourd'hui, grâce à l'arrivée vraiment de l'Internet, des efforts de diaspora, tout ça, il y a eu une grande éveillance aujourd'hui que ces Français et ces Macron ne peuvent plus vraiment nous traiter comme avant. Aujourd'hui, on a compris tout. Ils doivent quitter. Sans l'Afrique, la France n'est rien, Macron n'est rien. Ce sont des chiffons ou des Kleenex qui sont déjà utilisés et finis. Nous, la génération d'aujourd'hui, on a tout compris. Maintenant, son discours-là, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas son sens. Il cherche vraiment à calmer ou... Alors, on va se retourner vers nos invités. Hein. Peut-être on va prendre le dernier appelant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Allez-y rapidement, allez-y rapidement.
D'accord. Je suis Christian du Brésil. C'est pour participer à l'émission. Vous êtes en direct. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Moi, j'ai été vraiment très choqué par rapport à ces propos-là d'Emmanuel Macron. Seulement que moi, j'analyse cette réaction d'Emmanuel Macron sous deux volets. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron tient ses propos de condescendance vis-à-vis du peuple africain. Il est déjà venu une fois en Afrique, au Burkina Faso, et il était parti rencontrer les étudiants burkinabés je pense que c'était à l'université de Ouaga, où il manquait du respect au président et il essayait d'humilier le président. Il parlait du président qui devrait aller réparer un climatiseur, tout comme si quelqu'un l'a invité, tout comme si quelqu'un l'a obligé à venir en Afrique. Quand il venait au Burkina Faso, il ne savait pas qu'il allait en Afrique. Emmanuel Macron ne savait-il pas qu'il allait dans une zone où il fait chaud? Avec son costume qu'il a mis comme sac d'oignons sur son corps là. Il ne savait pas qu'il allait dans une région qui fait chaud. Et quand il est venu là, est-ce que les étudiants lui ont demandé d'aller réparer leur climatiseur? Qui lui a parlé de réparation de climatiseur? Pourquoi se permet-il de vouloir humilier le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré? C'est quoi ces imbécilités, ces impolitesses là? C'est quoi cette réaction là? C'était une fois qu'il a fait ça. L'autre opportunité qu'il a eu où il a manqué du respect comme ça, c'était au début du conflit russo-ukrainien, où il était venu en Afrique, je pense qu'il était au Bénin, ou il était au Cameroun, et il traitait les Africains d'hypocrites. Il dit que les Africains sont des hypocrites, et que pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas soutenir l'Ukraine, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dénoncer. Comment est-ce que tu viens sur tout un continent, et tu traites tout un continent? Il y a des gens qui ont l'âge de ton grand-père, qui vivent sur ce continent-là. Il y a tellement de personnes âgées sur ce continent-là et tu traites tout le monde d'hypocrite. C'est quelle impolitesse ça? C'est quoi ces impolitesses-là? Et vous savez quoi? La nature ne rate pas les gens de personnes comme Emmanuel Macron. Voilà pourquoi son propre peuple a commencé par lui donner des pains de gifles dans les rues de France. Il ne mérite plus que ça. Quand il était venu au Burkina Faso manquer du respect au peuple burkinabé, les étudiants burkinabés devaient le remettre à sa place. Mais ils n'ont pas eu l'occasion. Mais vous savez, d'autre part, l'autre point sur lequel je suis vraiment désolé pour ces réactions d'Emmanuel Macron, c'est que la faute revient à nous-mêmes, nous Africains. C'est nous qui donnons ces occasions-là à ces présidents dits occidentaux-là pour nous manquer ces gens de respect. Comment est-ce que vous comprenez que les présidents africains se réunissent autour de Macron pour les Jeux Olympiques et vieux et grands jeunes parmi eux, présidents qu'ils sont, tout le monde se met sous la pluie derrière Emmanuel Macron et il se protège avec les comment vous appelez ces habits en sachet là. C'est quelle honte ça? C'est quelle humiliation ça? Tant que nos présidents se comportent comme ça là, quand est-ce que vous voulez que les Blancs nous respectent? Quand nous-mêmes nous ne nous respectons pas. Excusez-moi beaucoup, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un vieux comme Alassane Dramane Ouattara se permet le vilain luxe de venir mentir à un peuple ivoirien pour dire qu'il a pris la décision de concertation et quelques jours plus tard, Emmanuel Macron vient le démentir, vient l'humilier pour dire que non, la décision n'a pas été concertée. C'est une décision unilatérale française et qu'on l'a envoyé dire ça. C'est quelle humiliation ça? Quand nous-mêmes, nous Africains, nous nous comportons de cette façon-là, comment voulez-vous que les Blancs là nous respectent? Comment voulez-vous? Les deux présidents, le président sénégalais et son premier ministre là, quand ils se battaient campagne au Sénégal, est-ce qu'ils avaient dit au peuple sénégalais, votez pour nous, donnez-nous le pouvoir, quand nous serons au pouvoir, nous allons ramener le Niger, le Burkina et le Mali dans la CEDEAO? Qu'est-ce que la CEDEAO a apporté de bon au peuple ouest-africain? Qu'est-ce que la CEDEAO, depuis l'existence de la CEDEAO jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO a apporté de positif? C'est cette même CEDEAO-là qui déclare la guerre au Niger et qui commence par à prêter des bataillons. Est-ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko avaient dit au peuple sénégalais, amène-nous au pouvoir, nous allons ramener la CEDEAO? Est-ce que c'était le but pour lequel on les a mis au pouvoir? C'est quoi cette histoire-là? Une fois au pouvoir, on commence par niaiser, on commence par raconter des bêtises pour dire qu'on va ramener les gens là à la CEDEAO. Et Diomaye Faye commence par courir de Bamako à Abidjan, à Paris. C'est quoi cette humiliation-là? Quand vous, chef d'État africain, quand vous vous comportez de cette façon-là, vous voulez que le président français vous respecte, on ne va jamais vous respecter. C'est vous qui permettez à
à ce petit bambin de Macron-là de tenir ces propos-là vis-à-vis de nos peuples africains. C'est à cause de vous qu'on ne nous respecte pas. Et nous autres qui vivons au pays des étrangers ici, vous ne savez pas quelle humiliation l'Africain passe. Je vais m'arrêter là, Afrique Média. Bonne émission à vous. Merci aussi de nous avoir appelés. N'appelez plus, s'il vous plaît, c'est terminé pour les appels. Les panélistes doivent aussi réagir sur le sujet. Alors, on se retourne vers vous, Sylvain de Bogou. C'est vrai qu'ils ont tout dit, hein, les téléspectateurs. Mais votre avis aussi compte, cher monsieur. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à vous. Alors, Paris, Sylvain de Bogou, a-t-il réussi à apporter la sécurité dans les pays où il est intervenu militairement, surtout après avoir écouté les discours d'Emmanuel Macron, selon lequel, puisqu'il s'agit du discours, si Paris n'avait pas été là, c'est que le terrorisme n'aurait jamais été aboli dans certains pays, comme par exemple le Mali. Sylvain de Bogou, vous avez la parole. Je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase, ce qu'il vient de dire. Après toutes les injures que les Africains, de la part des présidents français, je pense que c'est la goutte qui fait vraiment déborder le vase. Et donc, c'est aux Africains aujourd'hui, et surtout au peuple africain, parce qu'on ne peut pas toujours s'appuyer sur les présidents africains, dont la plupart sont corrompus, Alassane Ouattara, Talon et autres sont corrompus pour que la France recule bien, l'Occident nous respecte. C'est au peuple africain d'obliger aujourd'hui les leaders pour accepter ce que nous voulons pour nos pays et ce que où nous voulons conduire nos pays. Par exemple, il faut désormais arrêter ces conneries, vous m'excusez, qu'on appelle sommet franco-africain, où tous les Africains, c'est-à-dire plus de 14 pays africains, dont le président court en France pour aller s'asseoir devant un autre président, c'est-à-dire un colon, pour prendre les feuilles de route et venir gouverner leur pays. Je dis que c'est de l'humiliation. Il faut que les Africains également, qui sont dans le franc CFA, arrêtent ce franc CFA. Ce franc CFA nazi, ce franc nazi qui, ma foi, nous maintient dans l'esclavage, nous tient toujours par le cou, parce que ce franc a été copié sur le franc nazi qui gouvernait la France lors de leur deuxième guerre mondiale. L'Union africaine doit se mettre aussi dans ce genre de débat, parce que quand Macron s'adresse à un seul pays africain, je pense que l'Union africaine doit réellement se sentir concernée au plus profond d'elle-même. Il faut également que les pays africains soient très courageux pour rappeler leurs ambassadeurs lorsque ce genre de choses se passe. Non pas par le seul pays qu'on a cité, ou bien les deux pays où il allait faire son discours, ou bien par rapport auquel il fait son discours, mais il faut que l'Afrique reste debout pour rappeler une fois pour toutes, en tout cas un grand nombre, ses ambassadeurs. Et je m'interroge, quel président africain a été une fois accueilli en France en fanfare, comme on le fait pour les ambassadeurs, les premiers ministres, les ministres et les présidents français lorsqu'ils viennent en Afrique. Je dis que c'est toujours de la soumission volontaire, en tout cas de l'humiliation que nous nous imposons à nous-mêmes, une façon de nous voir à nous-mêmes comme des sous-hommes. Sinon, la France a échoué dans le Sahel. La France n'a pas résolu un problème de terrorisme parce que c'est la France qui est génératrice des terroristes. C'est la France qui est le pays terroriste. C'est la France qui alimente, qui arme, qui donne tout aux terroristes. C'est la France, au lieu d'envoyer des Français, qui envoient des terroristes corrompus à la peau noire pour tuer d'autres Africains. Donc la France n'a pas reçu sa mission salvatrice. La France, au contraire, c'est le pays des terroristes à travers les Bob Dylan et autres qui ont tué, qui ont provoqué des coups d'État en Afrique. Je parlais tout à l'heure dans ma première sortie d'au moins 22 présidents africains assassinés crapuleusement, honteusement par la France, des présidents en exercice. C'est cela. Donc,
Emmanuel Macron, je pense qu'il doit chercher à résoudre ses problèmes au niveau de la France, où aujourd'hui la France est piétine, où les fonctionnaires ne payent plus leurs primes, où les fonctionnaires n'arrivent pas à joindre les deux bouts, du moins. Donc tout président français qui vient aujourd'hui doit saluer plutôt l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a toujours maintenu la France là où elle est. C'est nos produits, nos premiers produits, nos matières premières, tout ce qu'ils volent en Afrique. On voit au Mali, par exemple, ils volaient à travers leurs militaires l'or et le diamant, au Niger l'uranium, au Tchad un peu partout, en Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara continue de lier la Côte d'Ivoire mains et pieds et la remettre à la France. Au Bénin, par exemple, il faut que les Africains se réveillent et poussent ces marionnettes-là hors d'état de nuire. Voici que Macron aujourd'hui parle d'ouverture, parle de contrat ou bien pas de relations militaires de défense avec le Nigeria dans l'Afrique anglophone et ailleurs. C'est pour toujours demeurer en Afrique. Ce n'est pas de la géopolitique négative, je veux dire innocente. Simplement, c'est pour toujours revenir comme ces militaires le lui ont conseillé, comme ces stratèges le lui ont conseillé toujours. Comme quoi, il faut qu'il revienne dans 10 ans en Afrique. Donc c'est à nous, peuple africain, de pousser nos leaders à suivre la route que nous leur donnerons. Au lieu d'écouter toujours ces derniers qui, ma foi, dès qu'ils sont élus, ils cherchent à être reconnus par Paris d'abord, avant même de tourner, en tout cas, leur visage vers leur propre peuple. L'Afrique n'a plus besoin de cette France-là. La France nous a toujours humiliés, la France n'a toujours vassalisé, et donc je conseille aux Africains, on nous dit qu'on n'est pas, il faut qu'on lise depuis la vraie face de cette France-là. Lisez le Code d'Ivoire et vous verrez comment les Français nous traitent. Lisez le Code noir, un petit livre où on nous dit nous sommes des biens peuple, c'est-à-dire Sylvain de Beauvoir est égal à la chaise qu'un petit Français sur laquelle un petit Français s'assoit. Donc j'ai la même valeur qu'un chien qu'un petit Français élève chez lui à la maison, ou même le chien a plus de valeur. C'est cela, nous sommes des biens meubles, nous ne sommes pas des hommes. Il faut que la France arrive à comprendre que les Africains ont fait la France. C'est des Africains au sang de l'Afrique. C'est par le sang de l'Afrique que la France a été libérée. Il faut que les Africains se lèvent. J'insiste là-dessus. Merci, vraiment merci pour l'invitation. Ok, merci également à vous, Sylvain de Bogou. Alors, Ibrahim à Nemaïwa, on vous repose aussi la même question qu'on a posée à Sylvain. Il n'est pas là. Qui est là? Qui est là? Est-ce que Loum Samba, on vous renvoie la question. Paris a-t-il réussi à apporter la sécurité dans les pays où il a décidé d'intervenir militairement parlant, selon vous? Je n'ai pas bien entendu la question. Je pose la question de savoir si Paris, selon vous, a réussi à apporter la stabilité sécuritaire dans les pays où il a décidé d'intervenir militairement parlant. Bon, je pense que non. Si elle pouvait apporter une solution par rapport à l'insécurité de ces pays africains respectifs où il a été, je pense que le dépth ou bien la pertinence de sa présence ne serait pas tout le monde le sait. Des pays comme le Sénégal qui ne sont pas en guerre, je ne pense pas que l'armée française puisse nous apporter une quelconque utilité sur le plan sécuritaire. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle est toujours au Sénégal. J'arrive toujours pas aussi à comprendre pourquoi l'État du Sénégal n'a pas dégagé à ce militaire. Il y a le Premier ministre qui a fait un texte. Il y a le président Diomaye qui en avait parlé récemment. Je pense que ce qu'il reste à faire, c'est d'agir
très rapidement et vite, accélérer le processus. C'est parce que c'est juste une convention entre les États. Donc la France n'a prérogative ou bien aucun pouvoir sur les décisions de ces États de le faire partir. Donc comme il n'a pas apporté de solutions sécuritaires par rapport à dans ces pays-là, et que ces pays ont estimé même que l'apport de la France n'est pas un apport qu'il pourrait espérer en tout cas pour se débarrasser de l'insécurité. Donc la réponse est simple. La présence des bases militaires en Afrique n'a rien apporté comme solution sur le plan sécuritaire. Et la preuve est que tous ces États où il avait mis ces bases militaires, ils ont décidé de s'en débarrasser de lui. Donc la présence militaire française en Afrique, ça peut être tout autre sauf une offre ou bien une solution par rapport à la sécurité. Ça, c'est un fait et tout le monde le sait. Les Africains ont bien analysé cette situation. Et lui-même, voilà, il sait qu'il ne peut plus être là. Si les raisons de la présence militaire française, c'était la question sécuritaire, elle dit, la France sait pertinemment que les Africains ne pensent pas de cette même manière que lui. Donc, en résumé, cette présence militaire n'a aucun tournement d'insécurité à l'heure où nous sommes. Là aussi, j'interpelle aux pays africains. Oui, le départ de la France, mais aussi en termes de perspective, c'est à nous, Africains, États africains en tout cas, de réfléchir sur des stratégies de défense commune, je l'avais dit et je le répète, pour qu'on puisse nous prendre en charge nous-mêmes et ne pas espérer sur la France, encore moins sur un autre pays, pour qu'il puisse venir en tout cas nous aider, nous soutenir, nous renforcer sur le plan sécuritaire. Le Tchad qui est l'une des armées les plus répressives de l'Afrique, le Nigeria que nous considérons toujours comme un pays assez puissant, l'armée du Sénégal qui est extrêmement performant en matière de lutte terrestre et les autres pays africains également. Je cite ces trois pays tout simplement pour dire que les Africains qui s'engagent à travers les Nations Unies pour aller au Darfour ou ailleurs en Afrique pour participer à la lutte, pour participer à la stabilisation de ces pays-là, ces mêmes Africains pourraient nous servir pour régler notre propre sécurité. Que la France quitte l'Afrique avec ses bases militaires, mais que les Africains aussi apprennent à se prendre en charge, s'organiser et éviter de se tirailler, que les pays considèrent les autres comme des ennemis. Donc, ils sont obligés en tout cas d'être d'accord sur le sécuritaire, les termes de redéfinir en tout cas les liens que nous devons avoir en tant qu'Africains et bâtir une stratégie commune ensemble pour que si la France quitte ou bien si on ne voit plus la Russie qui va aussi venir en aide, que nous Africains qu'on apprenne à se prendre en charge, redéfinir des modèles de défense, redéfinir des stratégies, être ensemble sur le plan sécuritaire, d'autant plus que nous sommes tous des pays frontaliers qui arrivent au Mali ou bien au Burkina, à une très forte probabilité peut arriver à d'autres pays frontaliers. Donc les enjeux sécuritaires, ce sont des enjeux universels en tout cas pour tous les pays de l'Afrique. Donc c'est à nous, Africains en tout cas, de comprendre ça, de dire à nos élites en tout cas de s'organiser, de discuter, de trouver de développer des mécanismes de défense commune pour pouvoir vraiment assurer la sécurité de toute l'Afrique. La sécurité des Africains doit revenir aux Africains de la gérer, d'autant plus que nous avons tous fait la même analyse que la France a échoué, d'autres pays aussi ne seront pas la solution, sinon des solutions conjoncturelles ou bien un problème qu'on va juste déplacer et qui pourra à tout moment revenir. Donc pour une solution définitive, il faut que les Africains s'organisent pour prendre en charge leur propre sécurité, leur propre défense, réfléchir ensemble sur des mécanismes de financement endogènes pour financer les armées. Et c'est la seule manière qui pourra nous assurer en tout cas
une autonomie ou bien Merci à vous, à Loumsamba. Alors, on va refermer avec Meba Tapsala. Alors, Meba Tapsala, pour sortir, que vaut encore la diplomatie? Oui, bon. Bonsoir. Je suis désolé de cette perturbation due au caprice de la technologie. Alors, que vaut encore la diplomatie française en Afrique, Meba Tapsala, pour sortir? Oui, pour sortir, permettez que je puisse finir pour laisser quelques mots, quelques réponses à la question que ici au Tchad, cette sortie format tchadien de faire état des lieux donc de la coopération du Tchad entre la France depuis 1960. Et quand nous avons saisi cette opportunité de faire un peu un bilan, le gouvernement lui-même a constaté que la présence française au Tchad a été plutôt une source de conflits internes. Et déjà, ça a commencé par de multiples rébellions par lesquelles on avait vu toujours de façon visible la main de la France. Et en plus de cela, ça s'est fini par une guerre civile que le Tchad continue jusqu'ici encore à vivre les séquelles de cette guerre civile qui a déchiré, qui a mietté le Tchad en question. Et on s'en remet encore difficilement. Donc, en plus de cela, nous voyons combien de fois donc, cette insécurité perdure encore et pèse sur le Tchad. Et ce qui fait que le Tchad peine toujours à assurer un développement économique durable à cause de cette guerre. Et aujourd'hui, donc, du compte qu'en vérité, il y a eu donc un intrus donc, parmi le peuple tchadien et qui jusqu'à aujourd'hui empêche donc la cohésion, donc empêche donc l'unité nationale du Tchad. Ceci étant aussi pour rappeler un peu que l'armée tchadienne ici aujourd'hui que ça bravoure à travers le continent et malheureusement, c'est compliqué avec Meba Tapsala. Hein. C'est très compliqué parce que la qualité de l'écoute n'est pas du tout bonne. On n'arrive véritablement pas à saisir ce que vous avez à dire. On va dire qu'on va mettre un terme à cette édition d'appel sur le continent. Toutes nos excuses à Meba Tapsala et surtout à vous, chers téléspectateurs. Vous voyez bel et bien que nous n'avons pas pu véritablement suivre la réaction de ce panéliste qui nous venait du Tchad à cause des soucis de liaison, la qualité du son qui n'était malheureusement pas bonne. On va dire merci à Sylvain de Bogou, Loumsamba et aussi Ibrahim Namaïwa qui étaient là, sans vous oublier, chers téléspectateurs, qui étiez certainement nombreux à nous suivre aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre tous les appels. Rendez-vous demain pour une autre édition d'appel sur le continent. Au revoir et à demain.